L'une des difficultés de la piste platonicienne que l'on vient d'étudier, et qui permet d'échapper au relativisme subjectif des sophistes, c'est-à-dire à cette idée selon laquelle il n'y aurait rien d'autre finalement que des opinions, et qu'on ne pourrait jamais parvenir à une vérité au-delà de ces opinions. L'une des limites de cette position platonicienne, c'est néanmoins de se fonder sur un rapport à la connaissance, et notamment sur certains concepts, les formes intelligibles, qui sont difficilement démontrables, ou en tout cas dont on a du mal à comprendre exactement la nature. Pour le dire autrement, l'une des difficultés lorsqu'on entreprend le chemin réflexif menant à la vérité, c'est-à-dire lorsqu'on essaye d'établir une vérité objective et de trouver en fait un itinéraire pour y arriver et dépasser nos opinions, on est toujours confronté à une impression tenace qui est que tout ce que l'on pourrait dire et qui semblerait échapper précisément à notre opinion, eh bien reste fragile, soit fondé sur des présupposés, sur des intuitions, sur des impressions, sur des choses que l'on veut croire, mais pas sur des évidences absolues. Et donc, une des démarches qui semblerait logique pour essayer de trouver une méthode pour découvrir le vrai, c'est de réussir à découvrir un socle, c'est-à-dire un support incontestable, indubitable, absolument vrai, et qui ne pourrait pas être lui-même soumis à une critique ou à une limite, ou dont on ne pourrait pas dire qu'elle ne relève cette vérité que d'une impression particulière. Cet objectif, c'est celui qu'a eu un philosophe très important de l'histoire de la philosophie, qui est René Descartes, et notamment dans un livre très célèbre qui s'appelle Les Méditations métaphysiques, et où Descartes va se proposer pour partir à la recherche d'une vérité fondamentale. L'objectif de Descartes, c'est de parvenir à ce socle qui nous manque pour pouvoir garantir un fond minimal, c'est-à-dire une sorte de vérité de base, à partir de laquelle on pourra reconstruire une démarche rationnelle fondée, et qui ne sera pas toujours soumise à une critique qui serait celle de se fonder sur des postulats initiaux ou des idées de base qui ne seraient pas vraies, ou en tout cas pas démontrables comme vraies. Donc le but, c'est de trouver une base, une source. Alors l'intérêt de la démarche cartésienne, c'est qu'elle va utiliser une méthode devenue très célèbre, qui est le doute méthodique. Le doute méthodique, le doute cartésien, qu'il faut distinguer du doute sceptique. Alors le doute, c'est une attitude qui consiste à interroger, à remettre en cause les idées qui nous viennent, les a priori que l'on a sur le monde, nos préjugés. Donc c'est une attitude critique, et même autocritique, dans la mesure où elle vise à examiner avec précision et avec acuité nos propres jugements. Les jugements, en philosophie, un jugement, ça désigne, pour le dire très simplement, quand on dit quelque chose de quelque chose. Si je dis que le ciel est bleu, je juge que le ciel est bleu. Donc le doute, c'est une attitude classique en philosophie, mais il y a différents doutes en philosophie. L'autre doute très célèbre dans l'histoire de la philosophie, c'est le doute sceptique, notamment introduit par Pyrrhon, un philosophe antique. Et ce doute sceptique, il se distingue, on va le voir, du doute méthodique. Pour un sceptique, le doute n'est pas une méthode, au sens où elle ne relève pas d'un chemin menant à la vérité, mais plutôt la seule attitude possible si l'on veut échapper au trouble que produit l'enquête irrésolue, impossible, vers une vérité de toute façon inaccessible. Et donc le doute, c'est une attitude dans laquelle le sceptique va rester, non pas parce qu'il estime que elle permettrait d'atteindre à la fin une vérité plus grande, mais simplement parce qu'il estime que c'est la seule attitude logique lorsqu'on considère le fait que notre rapport au monde, les jugements qu'on peut porter sur lui sont toujours soumis au risque d'être imprudents, mal fondés, etc. Et donc le sceptique, lui, il considère que le doute est une attitude générale que l'on doit avoir et qui doit mener non pas à la vérité mais à l'époquer, c'est-à-dire une attitude qui suppose la suspension de notre jugement. Suspension du jugement, c'est-à-dire le fait que l'on va cesser de produire des énoncés disant, voulant en tout cas dire l'état du monde, la nature du monde. Bon,
Ce doute-là, il est intéressant, mais le problème, c'est qu'évidemment, lorsque on veut enquêter sur le vrai et essayer de découvrir la vérité, c'est sans doute pas celui-ci qu'il faut choisir, puisque dans le doute sceptique, on ne peut pas se rapporter réellement à la vérité, en tout cas tel qu'on l'entend ici. Et donc, Descartes va proposer un doute, mais un peu différent, et qui est donc le doute méthodique. Ce doute méthodique, il va suivre 3 règles fondamentales. La première règle du doute méthodique, c'est que contrairement au doute sceptique, il sera temporaire. Pour le dire autrement, dès que l'on aura trouvé une vérité indubitable, c'est-à-dire une proposition qui résistera à notre entreprise de doute, eh bien, on devra arrêter de douter. Le doute ne doit pas perdurer au-delà du moment de notre recherche, de notre enquête pour découvrir le vrai. La deuxième règle du jeu que l'on va devoir suivre, c'est que le doute cartésien, il est fondamental. Ça veut dire qu'il va s'attacher non pas à des anecdotes, à des points de détail, à tel ou tel aspect de la connaissance, mais aux grands piliers de la connaissance. On ne va pas douter de petites choses, mais on va douter de pans entiers de notre rapport au monde et de jugements que l'on propose sur le monde. Si vous voulez une image qui permet de comprendre ça, l'objectif de Descartes, c'est de trouver un socle, une fondation. Lorsque vous devez trouver les fondations pour construire un bâtiment, et qu'il y a déjà un bâtiment mal construit sur ces fondations, sur ce socle, l'objectif, la manière la plus simple de parvenir aux fondations, ça n'est pas de dynamiter chacune des pièces de votre immense immeuble, mais bien de poser des bombes, de la dynamite au fondement de cet immeuble. Et si on considère que cet immeuble représente notre conscience actuelle, ce que nous pensons avoir à l'esprit, eh bien il paraît logique que nous allons dynamiter, c'est-à-dire douter des choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire qui font tout tenir. Dernière règle du doute, à laquelle il faudra souvent se référer, c'est la radicalité du doute méthodique. Le doute méthodique, il est radical. Ça veut dire qu'il va aller à la racine, et ça veut dire aussi qu'il va pousser le curseur. Puisqu'on est à la recherche d'une vérité absolument indubitable, dont on ne peut pas douter en aucune circonstance, on va amplifier volontairement le doute qui naîtrait réellement à notre esprit quand on va réfléchir. Pour le dire autrement, quand vous allez avoir l'impression qu'une chose est simplement un peu douteuse, que vous n'en êtes pas convaincu à 100%, que vous pouvez admettre qu'il est possible qu'il y ait au moins un aspect de cette proposition qui puisse faire l'objet d'un examen critique ou d'une interrogation, même si elle vous semble un peu farfelue, vous allez devoir admettre, au moins pendant le moment du doute, que votre proposition est potentiellement totalement fausse. Évidemment, c'est une attitude qui ne vaut que dans le cadre que dans ce moment du doute méthodique, sans quoi on ne pourrait jamais produire aucune connaissance. Mais puisque l'on cherche ici on va dire une vérité absolue, fondamentale, eh bien c'est une bonne manière de la découvrir, puisqu'il faudra que cette vérité résiste même à une entreprise doutant radicalement du monde. Et c'est donc à partir de cette méthode du doute que Descartes va parvenir, au terme d'un itinéraire que je vous épargne dans cette vidéo, puisque vous retrouverez très facilement les étapes de cet itinéraire un peu partout sur Internet. C'est quelque chose de très classique. Il va parvenir au terme de cet itinéraire qui va le mener à remettre en cause la validité des sens, puisqu'ils peuvent être corrompus, puisqu'ils peuvent nous tromper, ils peuvent nous illusionner, la validité du réel lui-même, puisque nous pourrions peut-être être dans un rêve et qu'il n'y a aucun argument permettant de garantir que nous ne sommes pas actuellement en train de rêver, la validité même de notre raison, puisque peut-être nous sommes comme fous, peut-être que nous sommes troublés par un malin génie qui environne notre raison de fausseté, d'erreur que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de détecter. Donc il va parvenir à la fin de ce long chemin à la question de savoir s'il est possible de douter de sa propre existence. Et ici, évidemment, Descartes va se rendre compte que le doute achoppe, qu'il y a quelque chose qui résiste. Alors pour une raison simple, qui est presque une raison logique, si je veux douter que j'existe, si je doute que j'existe, il faut que je formule l'hypothèse, au moins la possibilité que je n'existe pas, que le sujet n'existe pas.
Mais alors, nous serions face à une contradiction insoluble, puisque je suis en train de douter, il semble logiquement nécessaire que j'existe. Car si je n'existais pas, si je n'étais pas là pour douter, eh bien je ne pourrais tout simplement pas me poser la question. Et donc Descartes, au terme de ce chemin, va se rendre compte qu'il est rigoureusement impossible de douter de sa propre existence. Cette existence est une vérité apodictique, une évidence transparente, absolue, pour le simple fait que, pour la simple raison que l'expérience, le fait d'être en train de penser, manifeste l'existence d'un sujet pensant. Que ce sujet ne soit pas ce qu'il pense être, que ce sujet soit fou, que la réalité autour de lui n'existe pas, ne change rien, il y a forcément quelque chose qui pense. Et donc, on a là un socle, une vérité fondamentale, formulée dans la philosophie cartésienne par la célèbre formule cogito ergo sum, qui signifie je pense donc je suis, et cette vérité fondamentale, c'est que nous sommes une substance pensante, que cette substance pensante, on ne peut pas la remettre en cause, puisque l'acte même qui consisterait à la remettre en cause démontrerait son existence. Le problème auquel on va être confronté maintenant, c'est que une fois que l'on sait que le sujet existe, une fois que l'on sait que j'existe, que nous avons une substance pensante, que nous sommes une substance pensante, il va falloir se demander s'il est possible de trouver de nouvelles vérités, c'est-à-dire de découvrir un chemin qui nous mène de cette vérité fondamentale, absolue, qui nous mène de cette vérité-là à d'autres vérités qui ne soient pas limitées, en fait, à cette simple évidence. Et ça n'est pas facile, puisque, évidemment, nous pouvons ici formuler deux hypothèses. Ou bien la vérité à laquelle parvient Descartes est la seule à laquelle nous ne pourrons jamais parvenir, c'est l'unique vérité que l'on pourra posséder, j'existe. Ou bien cette vérité fondamentale est effectivement fondamentale, c'est-à-dire qu'elle est un socle initial, une sorte de point de départ pour une recherche plus fouillée, plus globale sur le monde. Et donc depuis ce j'existe, nous pourrions finalement découvrir d'autres choses. Et c'est ce qu'on va devoir essayer de penser maintenant. Une des difficultés auxquelles on est confronté à ce moment-là de notre enquête, c'est que nous pourrions très bien considérer que, finalement, la vérité à laquelle nous sommes parvenus, à savoir « je suis, j'existe », est la seule à laquelle nous ne pourrions jamais avoir accès. C'est la seule vérité qui tomberait entre nos mains, et puis le reste ne serait qu'opinion. Et donc la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut passer de cette vérité-là à d'autres vérités? Et est-ce qu'il en existe d'autres? L'une des manières de réfléchir à ce problème, c'est d'essayer d'envisager le rapport que nous entretenons maintenant avec le monde extérieur. Maintenant que nous savons que nous existons nous, la question qui se pose, c'est comment existe le monde au-delà de nous, et est-ce que nous pourrions dire sur le monde au-delà de nous quelque chose de vrai? Quand on réfléchit au concept auquel nous avons affaire, on voit que finalement, à la base, il semble être intimement lié. Je m'explique. Le sujet désigne étymologiquement le subjectum, c'est-à-dire le support de mes perceptions. Subjectum, ça veut dire ce qui est jeté au-dessous. Donc le sujet, on y reviendra lorsque l'on fera le cours sur l'identité, il est la trame, le sujet, c'est la trame sur laquelle se joue l'ensemble de mon expérience du monde. C'est donc la substance, comme dirait Descartes, la substance fondamentale sur laquelle toutes les autres impressions qui sont les miennes vont se coller en quelque sorte, se rapporter. Bon. Mais l'objet, lui, étymologiquement, renvoie à ce qui est au-devant du sujet, ce qui est jeté devant lui, et désigne donc ce qui est objectif, ce qui est extérieur ou en dehors du sujet. Mais dans le terme même d'objet, si on dit que l'objet est ce qui est au-devant du sujet, nous nous rendons compte que dans l'expression même d'objet, il y a déjà implicitement contenu la présence d'un sujet face au monde. Pour qu'il y ait un objet, il faut bien qu'il y ait un sujet qui le pense. Je m'explique si vous n'avez pas compris. Si vous dites qu'un objet est ce qui est au-devant du sujet, objectum, ce qui est jeté devant, il faut bien pour qu'il soit objet, qu'il soit jeté devant quelque chose, ou en l'occurrence devant quelqu'un. Et donc l'objet,
c'est bien ce qui m'apparaît comme étant devant moi. Le monde est donc un objet puisque je le perçois. Il est devant moi. Mais je le perçois parce que je suis là aussi. Et évidemment, ça, c'est un point complexe parce qu'on pourrait considérer que l'objet est nécessairement, donc dans ce cas-là, une construction subjective. Finalement, le monde que j'observe autour de moi, je l'observe depuis mes propres sens, depuis mon propre corps. Je me rapporte à lui à partir de ma position. Et donc, on a l'impression ici qu'avoir découvert que j'existais et que cette existence était une vérité absolue ne nous aide en rien. Au contraire, on pourrait considérer que le fait que j'existe et que cette existence est une vérité absolue témoigne juste que je suis le pôle absolu de mon rapport au monde. Je suis la seule chose vraie, et puis tout le reste n'est qu'un point de vue que j'adopte sur les choses. Bon, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut dépasser cette aporie ? Comment est-ce qu'on dépasse le fait qu'un objet, s'il est situé par rapport au sujet, s'il est toujours pensé vis-à-vis du sujet, eh bien, il semble bien relever d'un point de vue et pas d'une vérité qui serait au-delà des points de vue. Hein, on essaye de trouver ici une vérité qui serait au-delà du point de vue, hein, donc quelque chose qui serait au-delà d'une opinion propre ou d'une impression propre, mais une vérité qui serait universelle, valide partout, pour tout le monde. Et ici, ce qu'on va essayer de penser, c'est que la subjectivité que nous considérons ici comme un obstacle, et qui devient déjà avec le cogito le cœur même d'une pensée de la vérité, cette subjectivité peut être pensée elle-même, on peut l'interroger. En effet, l'acte de connaître, hein, le fait de vouloir connaître, implique nécessairement un rapport avec le sujet, et est nécessairement lié avec la subjectivité de celui qui cherche à connaître. Donc déjà, on élimine l'idée que l'objectivité, c'est une indépendance radicale vis-à-vis du sujet. C'est une certaine indépendance vis-à-vis du sujet, mais pas une indépendance radicale. La question, c'est comment est-ce qu'on peut penser une vérité universelle, c'est-à-dire qui transcende l'opinion individuelle, puisqu'on essaie de penser un propos qui impliquerait qu'on ne peut pas dire à chacun sa vérité. Comment est-ce qu'on peut penser quelque chose qui soit au-delà de à chacun sa vérité, alors même qu'on a l'impression que tout se rapporte au sujet? Comment faire pour partir du sujet, du cogito, sans revenir systématiquement à l'individualité de ce sujet, au fait qu'il soit une personne particulière avec un point de vue particulier? Alors c'est une telle question que se pose Kant dans un livre fameux, La critique de la raison pure, au XVIIIe siècle. Dans la critique de la raison pure, Kant interroge, et il s'interroge sur la nature même de la connaissance, et se demande finalement qu'est-ce que connaître. Et l'objectif de ce livre, pour lui, va être double. D'une part, il va tenter de critiquer la métaphysique, hein, comme pseudo-savoir, et d'autre part, d'expliciter la possibilité d'un jugement synthétique a priori. Alors, je vais vous épargner ici la question du jugement synthétique a priori. C'est un point intéressant et je peux mettre en description la distinction que fait Kant entre jugement analytique et jugement synthétique, etc., pour que vous puissiez fouiller si ça vous intéresse. Mais pour ce qui nous intéresse ici, ce qui compte, c'est la manière dont Kant va sortir de l'écueil d'un rapport purement individuel au monde. Au début de son livre, Kant va écrire un chapitre qui s'appelle l'esthétique, qui traite de l'esthétique transcendantale. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans la complexité du traitement kantien de l'esthétique. Donc, ce que Kant veut découvrir dans l'esthétique transcendantale, c'est le logiciel, en quelque sorte, à partir duquel vous percevez le monde. Ce que pense Kant, c'est qu'il existe peut-être des cadres fondamentaux qui nous permettent de percevoir le monde, qui nous permettent de l'appréhender, et il imagine que ces cadres ne sont pas spécifiques à vous en tant qu'individu, mais sont communs à toutes les consciences qui veulent percevoir le monde. Je sais que c'est une idée difficile à appréhender, donc je vais essayer de vous donner une image. Imaginons que vous viviez dans un monde
où règne une nuit éternelle. Tout est profondément obscur et plongé dans la nuit. Imaginons que dès votre naissance, et sans que on ne vous l'ait jamais dit, on vous a greffé sur vos rétines deux lunettes à vision nocturne, une pour chaque rétine. Ces lunettes à vision nocturne vous rendent capable de percevoir le monde qui sinon serait resté plongé dans le noir pour vous. Et donc depuis votre enfance, vous percevez à travers ces lunettes à vision nocturne le monde autour de vous. Si vous avez déjà vu des films d'espionnage ou des films de guerre, on peut imaginer que vous percevez le monde avec cette teinte verdâtre qui caractérise justement la vision nocturne. Mais comme vous ne savez pas, vous, que cette teinte verdâtre, cette image-là que vous percevez, est en fait le fruit d'un dispositif technique qu'on vous a greffé sur votre rétine, vous pensez simplement que le monde est comme ça. Vous pensez que le monde a cette teinte, qu'il est fait ainsi. Et puis un jour, on vous apprend qu'en fait, on vous a greffé quelque chose dans votre enfance qui fait que vous voyez le monde comme ça. Depuis toujours, vous pensiez que le verre que vous voyez était attaché aux objets, qu'il existait en dehors de vous, et vous vous rendez compte à partir de ce moment-là qu'en fait, il appartient à votre sensibilité, il fait partie de vos sens, et qu'il est ce qui rend possible le fait de percevoir. Et bien là, c'est un peu la même chose. Kant va réfléchir, et on peut se demander avec lui, qu'est-ce qu'il y a de toujours commun, de toujours présent dans nos perceptions ? Qu'est-ce qu'on perçoit toujours en même temps que le reste ? Là, par exemple, je suis dans une chambre, et donc il y a des étagères, il y a un miroir, il y a un aspirateur, une fenêtre, etc. Qu'est-ce qui est présent dans cette perception que j'ai, et qui a été présent dans toutes mes perceptions à tout âge, depuis que je perçois ? Eh bien, Kant découvre qu'il y a toujours eu, dans toutes mes perceptions, de l'espace. En tout cas pour ce qui est de la perception extérieure, quand je ne suis pas simplement dans ma tête. J'ai toujours perçu de l'espace. Il y a toujours eu de la tridimensionnalité. Et même, ça va plus loin, je suis incapable d'imaginer un monde en 2 dimensions. Alors je peux imaginer un dessin sur une feuille, on est d'accord, hein, donc je peux voir quelque chose en 2 dimensions. Mais cette feuille elle-même est inscrite dans un espace tridimensionnel. Donc l'espace tridimensionnel m'accompagne toujours depuis que je suis enfant. Et de la même manière, dans cette pièce, je sens le temps qui passe. Je veux dire, je le perçois. Je n'ai pas besoin de me rapporter toujours à cette perception, j'y pense pas tout le temps, mais je le perçois. Je ne perçois pas le temps comme absolument suspendu. Je perçois, par exemple, dans ma tête, le flux de mes pensées qui me ramène au temps. Et donc, de la même manière, Kant se dit, mais finalement, j'ai toujours perçu le temps, quelles que soient les perceptions qui ont été les miennes. Et Kant va donc faire l'hypothèse. Si ces 2 perceptions, l'espace et le temps, sont toujours présentes, si je les perçois toujours, bien finalement c'est un peu la même chose que si j'étais dans la scène que je vous ai décrite avant. C'est-à-dire, c'est un peu comme la teinte verdâtre de tout à l'heure. Si je percevais toujours cette teinte verdâtre, quelles que soient les perceptions qui étaient les miennes, c'est bien parce que cette teinte verdâtre n'était pas rattachée au monde, mais à ma manière de percevoir le monde, et donc m'appartenait. Et bien, de la même manière, si le temps et l'espace sont toujours présents dans mes perceptions, eh bien, hypothèse très forte et très étrange, vertigineuse quand on y pense vraiment, Kant imagine que peut-être ces formes, l'espace et le temps, appartiennent non pas au monde, au réel tel qu'il est, mais à notre représentation du monde, au phénomène, c'est-à-dire à notre propre esprit. Nous rajoutons de l'espace et du temps à nos perceptions pour les rendre perceptibles précisément. Très bien. Qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, l'idée que va développer Kant, c'est que ces formes-là, ces cadres-là, ils ne sont pas spécifiques à moi. Ce n'est pas moi, Romain Nosek, qui perçoit le monde de cette manière-là, avec de l'espace et du temps, et les autres non. Il constate qu'on ne peut pas imaginer qu'une conscience perçoive le monde sans l'apercevoir à travers de l'espace et du temps. Et donc, que va-t-il dire ? Il va établir que ces formes-là, transcendantales, c'est-à-dire valides pour n'importe quel sujet, nous dépassent en tant qu'individus et peuvent donc être pensées en quelque sorte comme des vérités. Il est vrai qu'existe pour tout sujet de l'espace et du temps.
Cet espace et ce temps n'existent peut-être pas dans le réel tel qu'il est, mais il est vrai que n'importe quelle conscience perçoit le monde à travers l'espace et le temps, comme des filtres nécessaires à la perception. Alors souvent, ce qui est difficile, c'est de se dire, mais c'est impossible de penser un monde sans temps. Et oui, c'est logique. Si vous avez là une résistance et vous dites, mais non, le temps existe en dehors de moi, c'est logique que cette illusion persiste. Mais on pourrait très bien imaginer que le temps est rajouté par notre esprit, alors même que tout coexiste en même temps. Alors, l'image que j'emploie pour expliciter ça en cours la plupart du temps, et qui vous aidera peut-être à comprendre ce que je veux dire, c'est l'image du monteur de cinéma. Imaginons que vous ayez filmé plein de plans. Sur votre table de montage, sur votre logiciel de montage, tous ces plans coexistent dans le même temps. Il n'y a pas de chronologie, ils sont tous là en même temps. Et le monteur, que fait-il? Eh bien, il va placer ces plans les uns derrière les autres et construire une chronologie. Ce qui fait que quand vous allez voir le film, vous aurez le sentiment d'une chronologie. Il y aura un début, un milieu et une fin du film. Mais pour le monteur, cette chronologie n'existait pas, il l'a purement construite. Il a rajouté du temps au film. Eh bien, peut-être que votre esprit est un peu ce monteur. Il rajoute du temps et aussi de l'espace, mais il rajoute du temps au film. Les conséquences philosophiques sont très importantes puisque ce que va permettre d'établir cette pensée-là, c'est chez Kant une délimitation de la connaissance. Kant va dire on ne peut connaître le monde qu'après avoir été filtré par ces cadres qui ne sont pas simplement l'espace et le temps, et il y en a d'autres, la causalité, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais Kant va dire on peut connaître seulement le monde après qu'il ait été filtré par la conscience, et on peut connaître les filtres de ma conscience, enfin de la conscience. Et donc Kant va délimiter un champ, il va dire finalement la connaissance, ça ne peut jamais être la connaissance des choses en soi. Il va distinguer le monde en deux champs, en quelque sorte. Le noumen, ça désigne les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles existent, purement, indépendamment d'une conscience qui les observerait, qui les penserait. Et le phénomène, qui désigne le monde tel qu'il a été produit par les filtres de notre conscience, et il va délimiter la connaissance en disant finalement la seule chose que l'on peut connaître, mais on peut le connaître objectivement, c'est-à-dire on peut en avoir une connaissance qui dépasse une simple intuition individuelle, une simple impression personnelle, la seule chose que l'on peut connaître, c'est le phénomène. Et aussi les cadres qui permettent à ce phénomène d'exister, donc les cadres de notre perception ou de notre pensée. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce que l'on peut tirer de cette pensée-là, c'est une redéfinition de l'objet. L'objet se définit bien initialement par une opposition au sujet. L'objet est ce qui n'est pas le sujet, ce qui est indépendamment de lui. Toutefois, nous pouvons en fait nous demander ici si une telle opposition est encore pertinente, une fois qu'on a compris que ce que nous disons des objets est nécessairement soumis à la forme, au cadre de notre représentation, de notre pensée. Il y aurait donc, dans toute connaissance objective du monde, une expérience du sujet en tant qu'il est lui-même la condition d'expérience. Cette expérience du sujet ne relève pas, et c'est très important de le dire, d'une expérience individuelle de la conscience, de soi, mais d'une expérience de l'universalité des formes de la sensibilité. Et c'est ça qu'on appelle l'ego transcendantal chez Kant, c'est-à-dire l'idée que le jeu auquel il se réfère, l'idée que nous aurions en tant que conscience, en tant que jeu de l'espace et du temps en nous, n'est pas un jeu personnel, mais un jeu qui est commun à tous. Tout le monde a l'espace et du temps. Donc on a au moins un point commun entre nous dans notre manière d'appréhender le monde, c'est qu'on sait, quel que soit notre point de vue, que tout le monde perçoit du temps et de l'espace. Si on revient à la définition initiale de la vérité, la définition initiale de la vérité, issue notamment de Thomas d'Aquin, était l'accord entre le discours et la chose. Il apparaît que nous avions affaire avec une telle définition à ce qu'on pourrait appeler un réalisme naïf, c'est-à-dire à une idée un peu simplificatrice des processus en jeu dans notre expérience du monde. Dans cette perspective, la réalité serait donnée, elle serait pure en quelque sorte, et la proposition, donc le discours, serait comme une représentation pure de la réalité. La vérité serait
la représentation fidèle du réel tel qu'il est. Or, il est possible de formuler deux critiques à ce réalisme. La première critique est celle que nous venons de mettre au jour avec Kant et concerne l'idée que la réalité nous serait donnée. En fait, le réel doit nécessairement nous apparaître, et s'il nous apparaît à nous en tant que conscience, nous avons affaire non pas à la réalité, mais à une représentation de la réalité. Nous ne pouvons donc pas mettre en correspondance la chose et le discours, la chose telle qu'elle est et le discours, mais seulement des représentations de la réalité entre elles. Pour le dire autrement, la vérité ne désigne plus l'adéquation du discours et de la chose, mais l'adéquation du discours avec la représentation que nous avons du réel. La seconde critique, sur laquelle je vais passer vite, parce qu'elle est plus complexe peut-être, elle est issue de Frege et va concerner, vous irez voir si ça vous intéresse, l'impossibilité de comparer ce qui n'est pas comparable. Ainsi, si le réel nous était directement accessible, il semble que la comparaison entre deux choses aussi hétérogènes que nos représentations, donc notre discours notamment, et le réel serait impossible en soi. Je vous invite à aller voir ce qu'en dit Frege si vous voulez creuser. Ici, nous sommes donc confrontés à un choix. Soit on maintient une approche réaliste pure, et alors on doit considérer cette nouvelle donnée qu'est la place de l'expérience subjective dans l'expérience du réel, et l'une des voies qui s'ouvre à nous est alors celle du relativisme, qui est proche de la formule des sophistes, c'est-à-dire l'homme est mesure de toute chose. Le sujet devient finalement la mesure de sa propre réalité qui lui apparaît, et puis il n'y en a aucune autre. La vérité dépend alors de chacun, contrairement à ce qu'on essaie d'établir, et la distinction entre la vraie et le faux n'a pas de sens, puisque cette distinction repose sur le critère d'universalité. Et cette voie du réalisme pur implique donc soit un relativisme subjectif, soit un scepticisme. Soit on dit on ne peut pas de toute façon accéder au réel tel qu'il est, donc on doit être sceptique, soit on accepte qu'on n'a accès qu'à une version détournée, déformée de la réalité, et donc on est relativiste. L'autre voie, c'est d'appréhender ce que Kant pourrait appeler le réalisme critique, qui va penser au contraire que la réalité n'est pas une donnée brute, qu'elle est une donnée produite, construite, et qu'il s'agit de comprendre en fait comment cette construction phénoménale, ce phénomène de la réalité, peut suivre des lois universelles, c'est-à-dire universelles pour des consciences, c'est-à-dire valides pour n'importe quelle conscience dans le monde. Ici, la réalité et la vérité vont finalement se construire conjointement et s'appréhender conjointement. La question qui va donc se poser, c'est comment est-ce qu'on peut appréhender une méthode particulière pour étudier les phénomènes, c'est-à-dire si on considère que on ne peut pas atteindre la réalité pure, mais qu'on ne peut appréhender que nos représentations du réel, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a néanmoins donc des lois qui déterminent cette représentation, ces phénomènes, et la discipline qui va essayer de comprendre ces lois et de les expliciter, c'est la science, la méthode scientifique. Et donc ce qu'on essaiera de faire dans la suite du cours, c'est d'examiner un petit peu la manière qu'a cette méthode scientifique de travailler.